Jean-Marie Roire, nous arrivons à la fin de cet entretien et pour finir, je souhaiterais vous demander deux choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Et enfin, pourriez-vous nous lire un extrait de votre dernier livre? C'est à vous. Alors, il y a un objet auquel je suis très attaché. Euh, c'est l'écritoire qui m'a été offert par Omar Haddad, parce que j'avais pris sa défense, j'avais écrit un livre sur lui. Omar Haddad, c'est ce jardinier marocain qui était accusé de meurtre de Madame Marshall et qui pour moi était innocent, donc j'ai la certitude qu'il est innocent. Et donc je l'ai défendu dans le Figaro, j'écris beaucoup d'articles, et puis j'ai écrit ce livre, Omar, la construction d'un coupable. Et voilà, et à sa sortie de prison, très gentiment, il m'a offert cet écritoire, vraiment marocain, bon, et c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Alors un autre objet, alors c'est ce qu'on appelle ça un objet, c'est un tableau de mon père. J'ai un père qui est peintre, j'ai une famille de peintres, et donc c'est mon portrait, voilà, enfant. C'est mon premier éveil à la vie. Quand je me suis éveillé à la vie, au fond, il y avait une lampe, un peu comme votre projecteur, braquée sur moi, et c'était mon père. Avec des lys. Avec des... C'était mon père qui était en train de faire mon portrait. Et voilà, donc c'est mes premières émotions d'enfant. C'était un père qui était très différent de moi, parce que moi, je suis un peu un arriviste, en tout cas un ambitieux. Et lui, c'est un homme au contraire qui était très douloureux, qui ne se vantait jamais, qui évitait toutes les occasions d'acquérir un peu de notoriété. Oui. Donc c'est vraiment très différent de moi, qui cherche toutes ces occasions, y compris l'Académie française. Mais donc c'est un homme très talentueux, très douloureux, et que j'aimais beaucoup, qui était un homme d'une très grande bonté. J'ai eu une chance formidable, j'ai eu des parents absolument merveilleux, ça je veux dire. Ça c'est alors, ils étaient un peu fauchés, mais enfin, ils avaient un amour et ils ont des principes moraux tellement merveilleux qui étaient vraiment le bon christianisme. Vous voyez, ce christianisme qui n'est pas en train de faire des leçons de morale, de vous réprimer, de vous parler de péché. Non, ce christianisme qui consiste simplement à vous donner l'exemple d'une très grande bonté. Et ça, je dois dire, ça m'a énormément marqué. Vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre que Alors, nous avons choisi ensemble, que je trouve... Alors, ça s'appelle le chapitre Jeff et sa bande d'opiumanes. Un capharnaüm. La maison contenait tous les meubles possibles, mais aucun ne semblait être à sa place. Un désordre artistique régnait, comme dans l'atelier d'un peintre qui accumule les tentures et les objets pour une future nature morte. Le piano semblait moins destiné à jouer des sonates de Chopin qu'à servir couvert de bouteilles, de bars improvisés. Des icônes, des tableaux posés à même le sol, une raquette de tennis, une mandoline, attendaient d'improbables utilisateurs. Une indéniable harmonie enchantait pourtant ce décor hirsute. L'odeur d'un gâteau chaud, à peine sorti du four, diffusait des effluves paisibles et maternels, contribuant à faire de cette maison au cœur de Londres des bombardements, de la guerre, un havre de paix et l'asile idéal pour réfugier une âme violentée par des tourments intérieurs ou simplement par la vie. D'où cette impression de caravansérail permanent, hanté par des êtres aux allures fantomatiques, aux identités et aux nationalités improbables, qui, affalés sur des coussins, ne se levaient que pour tirer un thé brûlant du samovar. On était chez Jeff Kessel, dans sa maison en briques de Mayfair, où Stanislas, le soir même de sa randonnée aux Checkers avec le général, d'une humeur particulièrement massacrante, avait décidé de lui rendre visite. Il passait pour son neveu. Cette approximation venait du fait qu'il avait souvent rencontré l'écrivain aux paupières lourdes et à l'exceptionnelle descente en matière de vodka et de poisson, hautement alcoolisé.
Il était venu en quête de conseils parce que lui aussi voulait écrire. Et ne sachant par où commencer, il avait demandé à l'illustre romancier de le guider. Il l'avait abruptement interrogé. « Comment écrit-on un livre ?» Celui-ci l'avait regardé avec ce sourire bienveillant qu'ont les géants en regardant les nains. Gardant son cœur d'adolescent, il savait tout ce qu'un jeune homme qui a l'ambition d'écrire porte en lui d'enthousiasme, de niaiserie, d'idées fausses. Après avoir longuement réfléchi, allumé une cigarette brune et passé la main pensivement dans son épaisse crinière, il lui avait dit d'une voix douce : « Mon petit ami, je crois que si l'on veut écrire, il faut commencer par vivre. Il ne s'agit pas de vivre des choses extraordinaires, mais de discerner l'extraordinaire dans le plus petit événement de la vie courante. » Merci. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Si je ne devais retenir qu'un mot à l'issue de ce merveilleux moment avec vous, ce serait le mot ferveur, cher Jean-Marie. Je retiens un beau passage des nourritures terrestres d'André Gide qui m'accompagne depuis toujours. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Merci pour ce moment généreux d'élection et à très bientôt. Merci.